J'ai cet élan de solidarité, cet élan d'humanité avec le peuple palestinien. Là, je partage, je confirme avec vous peut-être ce que vous savez déjà, mais je peux confirmer, j'ai été témoin oculaire à plusieurs reprises en ayant peut-être la chance ou la possibilité de partir à Gaza et de soigner dans les hôpitaux, ou ce qui reste des hôpitaux de Gaza, parce que, comme vous le savez, les hôpitaux, c'était les premiers à être ciblés, ils ont tous été détruits, les uns après les autres. Le personnel et les soignants kidnappés, torturés, tués pour un certain nombre, et d'autres qui restent dans les prisons. Voilà une partie de la situation actuelle. Depuis 2 ans, on vit en live un massacre qui se déroule à ciel ouvert, qui se poursuit au su et au vu de tout le monde. Moi, je suis parti, pour vous dire un petit peu rapidement, avec la première mission médicale. Donc, on était les premiers à pouvoir rentrer à Gaza en janvier 2024. Et alors que pendant les 4 premiers mois, il n'y avait personne qui a pu, ni journaliste jusqu'à maintenant, ni observateur, ni autre témoin. On était les premiers donc à être autorisés à rentrer afin de participer à la prise en charge des blessés. Et le nombre de blessés est important, il le demeure malgré le cessez-le-feu qui est en vigueur, mais on a tous les jours des bombardements, tous les jours des morts. Et ils sont au nombre de 500 à Gaza et ils sont à 200 pour le cessez-le-feu avec le Liban. Donc Israël continue de bombarder, que ce soit Gaza, que ce soit la Cisjordanie, le Liban, avec une impunité, avec une insouciance vraiment insolente. La situation localement, au niveau des hôpitaux, j'ai pu voir d'abord le sud au mois de janvier. J'ai été à Khan Younes. C'était l'un des hôpitaux qui restait pratiquement pas trop touché. L'hôpital européen qui bondait de patients, de victimes. Un hôpital de 300 lits et qui prenait en ce moment 900 lits. Il y avait en plus des blessés, il y avait toute la population qui était en fuite du nord, qui sont venus trouver refuge à l'intérieur de l'hôpital. Il y avait plus de 3000 qui jonchaient dans les couloirs, dans les salles d'attente, dans les cages d'escalier, des familles entières qui étaient là, avec les enfants qui jouaient dans les couloirs, et qui, malgré eux, ils empêchaient justement le transport des patients et les déplacements à l'intérieur de l'hôpital. Autour de l'hôpital, il y avait encore plus de monde. Il y avait une ville entière qui s'est construite, 35 000 qui s'abritaient sous des tentes, des tas de tôles, de planches, avec l'hiver, comme maintenant en ce moment où il y a beaucoup de pluie. Et la population souffre du froid, souffre du manque de nourriture, parce que sur les 600 camions attendus par jour, il n'y a qu'une centaine qui rentrent et qui est validée par toujours le Kogat, le Kogat et l'armée israélienne. J'ai appris tout ne rentre pas. Donc c'est très sélectif, ce que la nourriture, les médicaments, par exemple les médicaments ne rentrent pas jusqu'à maintenant de façon libre. J'ai appris qu'il y avait des téléphones qui étaient à la façon des beepers au Liban, qui ont été justement introduits dans les aides et dans les camions, qui visaient justement à blesser ou à tuer des Palestiniens. Donc je parle aussi pour la deuxième mission où j'ai été en juillet 2024, là où j'ai visité le nord avec
cette destruction massive. On ne voit plus rien, tout est par terre. J'ai été à l'hôpital Kamal Adwan, l'hôpital du fameux directeur qui est encore en prison pour la seule faute qu'il a faite, c'est d'avoir vouloir soigner les victimes et les enfants, parce qu'il est pédiatre, docteur Abou Safia. J'ai passé un mois dans cet hôpital, très peu d'eau courante, très peu d'eau potable, pas de médicaments, pas d'antibiotiques, comme vous le savez, pas d'antidouleurs, pas d'anesthésiant, l'électricité, très très peu. Donc en pleine chaleur de juillet, il n'y avait pas de climatisation, pas de ventilateur. Donc les conditions de travail très difficiles, pas d'hygiène parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de désinfectant pour le sol et pour tout l'environnement. Il n'y a pas de désinfectant aussi d'antiseptique pour les plaies. C'était notre travail quotidien de soigner les blessés, les nouveaux blessés et de refaire les pansements des anciennes blessures. Avec des bombardements à côté et des va-et-vient et des vagues de blessés qui arrivaient tout au long de la journée. Ça se calmait la nuit parce que la nuit, il est interdit de se déplacer et toute personne qui se déplace, elle est visée par les drones, elle est visée par les quadcoptères. Voilà un petit peu une situation où les soignants ne sont pas épargnés, où les journalistes sont traqués les uns après les autres, les juristes, les avocats également, où les hôpitaux sont ciblés, les écoles sont ciblées, les universités sont ciblées. J'ai vécu dans le sud où je l'ai vu, les points d'eau, les puits, les stations d'épuration, il y en avait, dès le début, il y avait 3000 qui ont été détruites, les unes après les autres. Il y avait aussi les supérettes, les petits commerces qui distribuaient les aides alimentaires pour la population. Ils ont été ciblés aussi. Les boulangeries, elles ont été ciblées. Donc il n'y a pas de boulangerie. Tous les gens sont obligés de faire leur pain chez eux ou au coin de la rue parce qu'il n'y a plus de chez eux. J'ai également participé à une grève de la faim et on a fait une grève de la faim itinérante avec des soignants qui ont été à Gaza et aussi des citoyens militants, des citoyens sensibles à la cause palestinienne, à ce massacre, ce génocide. On a fait une grève de la faim itinérante qui est partie de Marseille, Montpellier, Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Nantes, parti à Rennes, revenu sur Le Mans, descendu sur Tours, Clermont-Ferrand, Lyon, Genève, Besançon, Strasbourg, Paris et on a fini à Bruxelles devant la Commission européenne où justement on a demandé que l'Europe fasse des actes, que l'Europe cesse sa coopération avec l'entité génocidaire. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore entendu, mais on espère que ce pacte de coopération ne sera pas reconduit. Après la dernière action, c'est l'action de la flottille qui a fait suite à la marche de Gaza qui a été empêchée par le gouvernement égyptien. La marche de Gaza, donc, elle a été empêchée et les humanitaires, ils ont pensé à autre chose, donc passer par la mer et pas un seul bateau pour qu'il soit facilement intercepté, mais partir avec le plus grand nombre de bateaux possible. Et en effet, il y a eu sur un temps record parce que l'idée a commencé à germer au mois de juin. La préparation a pris juillet et fin août. Il y avait plus de 55 bateaux qui ont été rassemblés, achetés ou pris en donation. Et il y avait plus de 500 vraiment retenus et 38 000 volontaires, plus de 6 000 candidats, et afin d'acheminer de l'aide médicale, de l'aide alimentaire et
autre aide, nous on a pris sur les bateaux avec lesquels je suis parti de Grèce, on a pris des filtres d'eau parce que l'eau est une problématique vraiment aiguë et qui persiste jusqu'à maintenant. Donc on a pris des filtres aussi. Le but numéro 1 de cette flottille, de cette mission, c'était de casser le blocus sur Gaza. Donc plusieurs bateaux, plusieurs navires sont partis de différents ports méditerranéens, Barcelone, Italie, Sicile, Tunis, et nous on est parti d'Athènes, ou plutôt des îles grecques. Et tout le monde s'est réuni, donc rendez-vous en pleine Méditerranée. Cette mission, comme vous l'avez suivie, elle a été attaquée à 3 reprises, le 8 et le 9 septembre, et elle a été attaquée la nuit aussi du 23 au 24 septembre par des drones israéliens dans le propre port tunisien. D'abord, à 2 reprises, ils ont ciblé les 2 plus grands bateaux, et dans la nuit du 23 au 24 septembre, ils ont ciblé plusieurs bateaux, une quinzaine de bateaux au large des côtes grecques. C'est dans une impunité internationale, dans une impunité totale. Et même le gouvernement grec, que l'on sait pro-sioniste, mais au bord de ces eaux, n'a pas levé le moindre doigt pour dénoncer cet acte illégal, cet acte barbare. On a eu bien sûr l'accompagnement pendant 48 heures de frégates espagnoles et italiennes qui n'a pas duré longtemps. Ils se sont retirés dès qu'on a abordé les 100 miles qui était appelée la zone rouge par Israël. Et donc après on était seuls, et dans la nuit du 1er au 2 octobre, on a été attaqué avec, bien sûr, ils ont parasité toutes les communications. Après, ils ont attaqué les bateaux un par un dans la nuit. Et l'interception qui s'est faite de façon illégale, parce que c'est dans les eaux internationales. On n'était pas dans les eaux israéliennes. Et notre destination n'était pas Israël. On avait pour destination Gaza. Et personne aussi, ni que ce soit ni les Nations Unies, ni les puissances européennes, ni nos gouvernements n'ont pas dénoncé cette attaque qui vraiment viole le droit international. Mais le but de cette flottille a été atteint. Il y a eu une solidarité internationale, plusieurs millions qui ont suivi, plusieurs manifestations. Et on a vu une succession de reconnaissance de la Palestine pendant cette flottille. Voilà, donc pour vous dire, actuellement il y a un cessez-le-feu qui est fragile, qui a été décidé sans l'aval et sans la consultation de la population palestinienne, comme d'habitude. Donc le premier concerné n'est pas concerté. Ils ont décidé d'arrêter, de désarmer, de faire un retrait des forces d'occupation, mais qui n'est pas total, de Gaza. Donc c'est honteux pour les gens qui ont décidé à la place des premiers concernés, de la population palestinienne. Et la seule chose positive, c'est que on bombarde moins déjà, et on ne parle pas de déplacer la population. Donc on a laissé tomber cette idée de vouloir vider Gaza et d'en faire un coin touristique, comme ils ont eu Riviera, totalement. Donc en attendant justement l'évolution des choses et surtout la pression, votre pression, la pression et la mobilisation militante pour le soutien de la population qui souffre jusqu'à maintenant et qui meurt malgré dans un silence le plus total. Voilà, merci pour votre soutien à la population de Gaza et on continue le combat ensemble. Free Palestine!